tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et puis du coup, Philippe n'est pas là. Mais c'est pour ça qu'on a appelé la playlist de l'été partie 1. Parce qu'il y aura peut-être une partie 2, c'est en suspense, c'est si ça marche. C'est le premier match. Le ciné-mix. C'est clair. Ouais, c'est ça. De l'été. On va faire un petit mix de l'été pour en parler un peu des films qui sont sortis, qu'on a aimés plus ou moins et qu'on avait envie de parler. Puis on va faire un petit coup de cœur vers la fin. Et puis on essaiera de faire ça aussi avec Philippe une seconde fois. Et puis on verra. Tu es ma patte de lapin et je ferai pas ce coup sans toi. Ça va bien sinon? Bien, ouais, ça va. Ça va, c'est l'été. On a vu, je suis un peu en mode d'été. Il pleut, mais je suis un peu relax là aujourd'hui. Toi t'es en Bordeaux, moi je suis en bleu. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a un petit t-shirt. Ouais, mais c'est pour cacher un peu l'embonpoint. Ah, non, mais c'est. En fait, on perd du poids avant l'été, et dès que l'été commence, on en reprend. Bah oui. L'alcool, le barbecue, tout ça, mais le barbecue, c'est dur de dire non. C'est sûr. Ouais. Mais c'est dur de dire non aux blockbusters qui sortent cet été. Eh oui, parce que c'est gras, mais ça peut faire c'est ça. C'est de la bonne junk food qu'on consomme. Et en parlant de junk food, on va parler du nouveau hamburger Marvel. Premier avec le dernier Spider-Man Homecoming, le retour de Spider-Man dans l'écurie Marvel, enfin le retour il n'était jamais allé, troisième version d'un Spider-Man. On va aller assez vite, on va pas non plus s'étendre 3 heures sur les films parce que vous les avez vus à un moment donné, et évidemment on va spoiler parce que vous les avez vus depuis le temps. Donc du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce Spider-Man? Bien, pas bien? Écoute, j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça sympa pour le coup, mais vraiment je me suis dit, putain, je suis le truc de façon assez... ça me gêne pas, ça ne me transcende pas, ça ne me touche pas, mais j'ai trouvé ça très sympathique. Après, c'est très superficiel, il n'y a pas d'enjeu, mais bon, il y a Michael Keaton en méchant, qui est très bien. Mais après, comme je dis, vite vu, vite oublié, objet de consommation fat et fast, mais c'est pas méchant, mais ça te donne surtout envie de revoir les Spider-Man de Sam Raimi et de réévaluer Spider-Man 3 aussi, surtout. Ouais, bah alors moi c'est ça. Alors bizarrement, c'est quand même plutôt un film qui a été vachement apprécié. Moi cartonné aussi, hein. Honnêtement, c'est vraiment un des Marvel que j'ai le plus apprécié récemment. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a quand même. Il faudrait que je vois Cop Car, qui est le film d'avant du réalisateur. Je pensais que c'était un peu trop jeune pour être pris là-dessus. Et je trouve que moi je suis content qu'il fasse pas la même chose que le Sam Raimi. Parce que justement le problème du Amazing Spider-Man, c'était justement qu'il voulait absolument refaire le Sam Raimi, et c'était incroyable parce qu'il disait on veut revenir aux sources, mais en fait il faisait que recopier le Sam Raimi, et c'était gênant parce que c'était pas Sam Raimi clairement, et c'était gênant, et là ça te faisait regretter qu'il n'y en ait pas eu un 4e de lui, et là du coup je me suis dit bah c'est bien parce qu'ils font autre chose, et du coup ils partent sur cette idée de point de vue du lycée et tout, et j'avoue que j'ai vraiment ressenti le teen feel. Ouais, et non, surtout l'impression surtout dans la première partie jusqu'au moment où c'est à Washington, etc. Déjà un côté un peu plus frais, c'était autre chose, c'était différent là, mais aussi surtout l'impression de dire une BD de Spider-Man quand il est au lycée, quoi. C'est un épisode. Et vraiment j'ai beaucoup plus que les Sam Raimi. Alors attention à ce que je veux dire, je me suis senti beaucoup plus proche avec ce film de la BD, de quand je lisais la BD quand j'étais jeune, que le Sam Raimi. Même si le Sam Raimi a une mythologie que j'ai appréciée au moment du film, en fait. C'est-à-dire que le premier film de Sam Raimi, je ne l'ai pas trouvé aussi... Ça ne me rappelait pas autant les Spider-Man que je lisais. Par contre, au fur et à mesure que j'ai vu les films, et surtout quand j'ai vu le deuxième, je me suis rendu compte que la mythologie du Spider-Man que m'avait livré Raimi était devenue une mythologie que j'adorais, indépendamment en fait, de la BD, quoi. C'est-à-dire que Sam Raimi, c'est une tragédie grecque, quoi, absolument incroyable. Par contre, voilà, le film, effectivement, il est pas très bien réalisé. Moi, j'étais un peu halluciné du peu d'efforts qu'ils ont fait dans les effets spéciaux, dans les scènes d'action, là où même un Civil War est ambitieux. Là, c'était vraiment bof, quoi. Alors, c'est marrant parce que, moi, contrairement à toi, la sensation de relire le comics, je l'avais trouvé dans le premier film de Raimi et pas du tout dans celui-là. Alors, peut-être qu'on lisait pas les mêmes... Parce que moi, je me rappelle d'avoir lu beaucoup de comics de Spider-Man, où justement il était au lycée, il se posait des questions, il devait aller faire tir au bal, etc. Et tout ce sentiment un peu de trucs quotidiens, j'ai retrouvé, même si alors je me suis senti vite assez vieux parce que effectivement les vidéos YouTube et tout, j'étais un peu genre voilà.
peu comme si on fait des vidéos YouTube nous, mais voilà, il y avait un truc un peu Non, très jeune, et je me suis dit, ouais, ok, ça s'adresse vraiment maintenant à une nouvelle génération qui est plus la mienne. non. Mais ils ont quand même la vibe de ce qu'était Spider-Man de l'époque. Ce qui était pas mal, c'est de rajouter de la difficulté dans le fait que il y a pas d'immeuble. Donc qu'est-ce que tu fais quand t'es Spider-Man et que t'as pas d'immeuble? Qu'est-ce que tu fais? Tu cours, tu fais quoi? Mais moi je verrais bien une suite dans laquelle Tony Stark construit le robot géant de la série japonaise Spider-Man en fait. Ah, toi tu vas loin. Ah moi je veux voir ça. Non mais quitte à aller dans la SF et dans le délire scientifique pur, autant aller dans le... Il y avait des choses cool, ça aurait pu être mieux emballé visuellement, quoi. Moi, c'est juste ça qui me rend triste, et c'est sûr qu'en termes d'émotion, on était loin de... Alors, voilà, mais... ce qui fait plaisir, c'est qu'on a un final qui est relativement spectaculaire, mais qui nous évite les destructions urbaines avec les immeubles qui s'écroulent, le point bleu qui va dans le ciel, enfin tous les trucs qu'on voit aujourd'hui. Et puis voilà. Et c'était bien meilleur que Wonder Woman. Nous venons de subir une véritable débâcle. Donc, deuxième film, Dunkerque. Ouais. Alors là, on est sur totalement autre chose. Le retour de Christopher Nolan, le retour du roi, un peu. Ouais. Mais alors, le retour du roi dans le dans le Nord. Ouais, et donc avec un film historique. Film de guerre. Film de guerre, nous on l'a vu, il sort en 70 mm en Paris, je crois qu'il est encore en ce moment. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui avais... T'as quand même une histoire d'amour un peu houleuse avec Christopher Nolan, je veux dire, c'est Je t'aime moi non plus, comme la chanson. J'avais un peu peur parce que Jane Birkin, tout à fait, j'avais un petit peu peur parce que j'avais été très déçu par Dark Knight Rises et Interstellar. Oui, c'est moi. Et du coup, j'ai adoré Dunkerque parce que justement c'était un film assez court. C'était plus un survival de guerre, c'est-à-dire le film fait 1h45 et c'est réglé comme du papier à musique. C'est un vrai métronome le film. C'est surtout ce qui est appréciable, c'est le fait que il fait son habituel récit déconstruit quoi, avec 3 temporalités différentes. Et ce que j'ai apprécié vraiment, c'est qu'il tient son concept, il le lâche pas. Et on n'a pas besoin de faire de la psychologie à la 2 balles et des scènes verbeuses, comme ça, des ponts dialogués qui en finissent plus pour s'attacher à ce qui se passe. Parce que je trouve le film vraiment stressant, on est en plein dedans, on n'a pas besoin de savoir que le soldat A a été traumatisé par la mort de sa mère, que le soldat B a perdu son fils, machin. Tout est dans ce que les personnages changent sur le moment. Et c'est ça qui est cool. Oui, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs été un peu critiqué, notamment du côté français, un peu où les gens ont dit ah ouais, mais du coup, toute la partie française, on l'a pas, toute la partie... il a été critiqué, mais en fait, lui, s'en est défendu de manière assez logique, en disant non, mon film est un survival sur un point de vue qui est ces points de vue-là. C'est pour ça qu'il essaie de resserrer au maximum avec une temporalité qui est un peu étrange, pour essayer de rendre ça comme une espèce d'aventure qui aurait duré 1h30 comme ça, à l'intérieur du truc. C'est un film de guerre conceptuel. Ce n'est pas une fresque. Ouais. Tu vois, ce n'est pas une fresque, ce n'est pas un film comme Le Jour le plus long où tu vas voir les points de vue de tout le monde. Non, c'est un film de guerre conceptuel avec le point de vue british de A à Z. Et le pire, c'est qu'aux USA, le film cartonne. Alors que c'est le film le moins commercial en termes de blockbuster. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un peu comme Edgar Wright. D'ailleurs, il a interviewé d'ailleurs, il y a un podcast avec les deux qui est assez fascinant. Et un peu comme George Miller, c'est-à-dire, c'est des réalisateurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisateurs maintenant qui essayent d'aller au plus près de l'expérience cinématographique, mais vraiment son et image, en essayant de se débarrasser des dialogues. De se débarrasser des dialogues, voire même du scénario, enfin, ou en tout cas que le scénario soit plus qu'une ligne directrice. Ouais, exactement. Et du coup, c'est très intéressant, et j'ai l'impression que c'est presque l'influence des jeux vidéo, ou des jeux vidéo, du film d'animation, enfin, de tout ça qui fait que on essaye de donner une expérience ludique qui soit vraiment une expérience presque de... Oui, et puis tu donnes de la valeur à chaque plan, à chaque image. Oui. C'est ça aussi le truc. Oui, et d'ailleurs, effectivement, Nolan a dit qu'il avait au début essayé de le faire sans scénario. Il voulait le faire sans scénario. Ah ouais, mais ça aurait été trop compliqué pour... Mais ouais, il a dit qu'il n'a pas réussi. Mais à la base, il avait même l'envie de même le faire sans scénario parce qu'il voulait... Mais ça se comprend, parce qu'il voulait quelque chose de très épuré. De spontané aussi. Oui, de spontané, qui soit une sorte d'expérience. Et c'est vrai que les scènes les plus fortes du film sont quand même ces scènes de fou
quand ils sont sur la plage en train de courir avec les explosions, pour moi, t'as vraiment un moment hallucinant, quoi. Le début, pour moi, c'est un modèle du genre. Le début est incroyable, le début est juste fou, quoi. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste peut-être ma petite perle de l'été, quoi. D'accord. Un petit rabibochage. Bah écoute, oui, parce qu'il il s'est remis en question, je trouve. On va passer à la suite, on passe à Baby Driver, et là je claque des mains parce que c'est du rythme, parce que c'est de la musique, tout à fait. parce que c'est du montage, tout ça. Baby Driver, des voitures, le retour d'Edgar Wright aux États-Unis après l'échec de Scott Pilgrim. Il y avait eu le dernier bar, mais c'était un part. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est un film qui a très bien marché, qui a eu de super critiques. Film ça fait genre 20 ans qu'il voulait le faire. Il a eu l'idée en regardant les Blues Brothers, en se disant, et si on harmonisait entièrement la musique avec des courses-poursuites, avec des films d'action ? Alors, je suis très content pour lui que le film ait fonctionné. Ça commence mal. Je suis très très content que le film ait fonctionné. C'est bien, je préfère qu'on reste amis, ça. Voilà. Mais clairement... il y a tellement eu de hype autour du film, tellement de dithyrambe, de malade, que quand je l'ai vu, je suis vite rentré dans le film, dès le début. Mais après, je suis ressorti, mais tout aussi vite, parce qu'à un moment donné, je me suis passé la première scène de 6 minutes, qui est un modèle du genre. Je me suis dit, est-ce qu'il va me faire ça pendant 2 heures ? Et il fait ça pendant 2 heures. Je sais pas, il va tourner. Non, il s'arrête justement. Non, mais des fois il s'arrête et il reprend. Oui. Et il reprend. Mais clairement. Après, c'est l'ambition du truc, quoi. C'est l'objectif. Ce film, c'est avant tout un objectif technique. Pour moi, en fait, il reprend exactement ce qu'il avait fait sur Shaun of the Dead avec la musique de Queen. On les voit taper sur le truc. C'est ça, en fait. C'est tout le film. On fait un concept avec cette idée-là. Et à un moment donné. Je me suis dit, pourquoi je ne suis pas touché par cette histoire ? Parce que cette histoire, on l'a déjà vu plusieurs fois, le driver qui veut raccrocher, bon, ça, c'est un truc classique. Mais encore une fois, tout dépend de la manière dont tu l'exécutes. Et à un moment donné, je me suis dit, d'un côté, j'ai le Drive de Refn, qui est un film de poseur, et là, j'ai un truc qui est censé être émotionnel, mais qu'au final j'ai trouvé assez superficiel en fait. Après il y a le driver de Walter Hill. Oui, mais c'est dans les trucs récents, voilà. Ouais. Et mais c'est un peu le papa de tout. Voilà. Et je sais que je vais me faire fracasser parce que je ne suis pas je suis ressorti très vite du film parce qu'à un moment donné ça ne devenait. Alors pas concrètement, t'es juste sorti mentalement. Voilà. Parce qu'à un moment donné ça devenait un exercice, juste un exercice d'accord entre le montage et la musique et le mouvement, ce qui est ouf quand tu y penses, parce qu'il y a des trucs quand tu les vois sortir leur fusil à pompe. Oui, mais la rigueur, c'est comme on dit, par exemple, il a expliqué après, parce que c'est un film qui m'a absolument fasciné techniquement en fait. Oui. Pour étant monteur, encore que ça a un peu changé depuis, je suis mon monteur. Mais étant oui, je suis multicasquette, j'en ai plein, j'échange tout le temps. Étant monteur, à la base, c'est du porno pour un monteur, quoi. Pour moi, c'est du porno pour un monteur. C'est un porno technique. Ouais, mais surtout au niveau du montage, parce que la façon d'harmoniser ça, de rendre ça à l'intérieur de l'histoire, je dirais essentiel, quoi, que ça soit à l'intérieur, et surtout, c'est vrai que moi je l'ai vu 2 fois, et la deuxième fois j'étais halluciné de la vitesse des plans, mais aussi de la lisibilité des plans. Non, mais c'est de la chirurgie, quoi. Voilà, et effectivement, donc, quand tu regardes comment ils l'ont fait, il a tout storyboardé, avec les cascadeurs, et en fait, quand il écrivait le scénario, il cherchait. Il se disait, bon voilà, ma scène elle va faire 2 pages, elle va sûrement faire 2 minutes, il me faut une musique de 2 minutes. Oui, c'est ça. Donc il trouvait les musiques de 2 minutes, et il cherchait les musiques de 2 minutes, il avait plusieurs listes, et donc du coup, et après il écrivait en essayant de faire, bah voilà, là j'ai cette musique de 2 minutes, il faut que ma scène elle fasse à peu près 2 minutes. Donc il a accordé au moment de l'écriture le truc. Et donc là on se dit, c'est comme si le montage, l'écriture, la cascade et tout était quasiment fait en parallèle en fait. C'est assez fascinant en termes de production. Et moi, j'avoue que ça m'a touché parce que j'ai été quand même assez touché par l'histoire d'Allemand. J'ai l'impression que c'est un peu. Alors, c'est un peu agaçant parce que c'est un peu j'avoue que c'est un peu sa vie à lui. C'est comme ça qu'il se voit. C'est que Baby Driver, c'est un peu lui. C'est une espèce de mec qui ne va pas correspondre au caractère typique du mec viril, beau gosse et tout. C'est pas le Driver, c'est pas Drive de Ryan Gosling. C'est un mec un peu sensible qui écoute de la musique, qui est perdu dans son monde, etc. Et il l'a plus ou moins confirmé, quoi. Et je suis sûr qu'il drague comme ça. Je suis sûr que la scène de drague qu'il fait avec la fille en lui parlant de Déborah et tout, je me suis dit c'est sûr qu'il l'a fait, quoi. Sans doute. Et en même temps, je trouve ça super touchant et je l'ai revu récemment et je trouve les scènes
notamment la scène avec Déborah, enfin la première, où il la drague, etc. Et je trouve ça incroyablement bien écrit, quoi. Ça mérite un Oscar, ces conneries. Et moi j'étais super touché par mon côté un peu romantique. Non, mais ça, moi ça m'a touché, j'étais halluciné par cette... Toute la première... Je comprends que ça marche. Moi je trouve que ça marche. Mais à partir du moment où j'ai vu Jamie Foxx arriver et jouer un connard, mais qui est pas dangereux, c'est juste un bouffon. Oui, mais c'est justement exprès pour te mettre sur une fausse route, tu vois. Ouais, mais après, tu vois, ça, les personnages changent vers la fin du film. Kevin Spacey qui devient gentil tout d'un coup à la fin. John Hamm qui devient un gros con. Oui, mais ça, c'est moi ça qui m'a plu aussi. Parce que du coup, tu t'y attends pas et tu te fais avoir. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Et la scène, notamment, de John Hamm avec Barry White, qui quand tu la revois 2-3 fois de suite, enfin, je l'ai vu 2 fois, du coup, j'étais quand même assez halluciné, quoi, parce que je me suis dit, putain, il arrive à créer un truc flippant avec Barry White, quoi. Ouais, et ça marche bien. Et c'est. Pour moi, c'est plus que de la frime. Il y a quelque chose de vraiment personnel, voilà, c'est ça. Parce que Scott Pilgrim, on est d'accord, c'est super radical, c'est fascinant, c'est passionnant, mais c'est pas lui, c'est vraiment c'est l'auteur de la BD et c'est lui qui change un peu. Et Michael Cera, j'avais un tout petit peu du mal dans le sens où il y a quelque chose de quasiment asexué chez lui qui rendait le truc. J'adore Scott Pilgrim, mais qui me touchait pas en fait. Et d'ailleurs, j'arrivais pas à croire à la fin qu'il restait avec elle. Alors que ça devait pas être ça en plus à la base. Mais oui, je sais, mais ça a changé par Edgar Wright. Alors que là, oui. Là, moi, je trouve que l'histoire d'amour, elle fonctionne. Voilà. C'est mon crush de l'été. Okja, ouais, de Bong Joon-ho. Voilà, mais elle est sortie Netflix. Netflix. Polémique. Non, mais bon, bref, on va pas parler de la polémique. Donc, Okja, Bong Joon-ho, un réalisateur qu'on adore aussi. Il a réalisé Snowpiercer récemment, qui était sorti en salle. Celui-là, c'est une production Netflix qui est passée à Cannes. Ouais. C'est, pour les gens qui aiment bien les gros monstres comme toi, ça reste une sorte de Cage Wigga, en fait, une sorte de mélangé à Babe, un peu, hein, c'est un peu un mix. Et c'est un film très bizarre, un peu une sorte de... Moi, quand on me l'a présenté à la base, on m'a dit, ouais, c'est comme The Host, en fait, ça va être comme The Host. Puis en fait, c'est très différent de The Host. J'ai rendu compte. Ça t'a pas aimé non plus? Ouais, j'ai aimé à moitié. Parce que je trouvais... Quelle moitié du cochon la première moitié. Jusqu'à la grosse scène de poursuite en camion, qui était assez hallucinante. Ah oui, je suis d'accord. Je l'ai revu juste avant, pour en parler. Non, techniquement, c'est un film magnifique. On a la photo de Darius Gonji, qui est super belle. Vraiment, c'est un film super soigné. Toute on va dire, le setup m'a plu, on t'explique l'histoire de ces cochons génétiquement modifiés, toutes les séquences avec la gamine au début dans la forêt, quand il le côté Miyazaki. Voilà, tout ça c'était super bien, et tout ce qui culmine à la grosse séquence de poursuite avec les 2 camions, qui par moment m'a rappelé un peu le segment qu'il avait réalisé pour le film Tokyo. Par moment on avait ces plans dans la ville avec la gamine qui court et tout. Vraiment super moment, super scène. Et après, je trouve que ça, New York, c'est ça ? Ouais, ça retombe un peu. Et je trouve que les acteurs occidentaux sont un peu gênants, quoi. Parce qu'entre Tilda Swinton qui en fait des caisses. Mais alors, elle en faisait des gars dans Snowpiercer, et je trouve qu'elle s'adapte assez bien au style de Bong Joon-ho. Oui, mais elle est productrice du film. Oui, mais Snowpiercer, c'est pas son meilleur film, hein, lui, quand même. Ah, c'est bien. Non, c'est beaucoup moins bien que ce qu'il a fait avant, je trouve. Jake Gyllenhaal qui se perd aussi un petit peu dans des moments. Jake Gyllenhaal, je suis d'accord, il est insupportable. Là, au début, tu fais ouais, marrant, et au d'un moment, il y a une séquence où il est à New York, là, ou même où il est en train de. C'est notamment qu'il va violer le cochon. Et il prévoit de la viande et tu fais waouh. Et tu dis, il joue trop. C'est très gênant. Mais ça, c'est un problème. C'est aussi, je me demande si c'est pas un problème de l'acteur lui-même qui est en train de partir même, très loin, quoi. Et même Paul Dano qui est dans un cabotinage de la retenue. C'est-à-dire, il veut tellement jouer le mec émotionnel, tu comprends, on veut le sauver, tout ça. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ils en font vraiment trop, quoi. Et à un moment donné, tu dis, mais rendez-lui son cochon, la petite, parce que là, vous nous saulez, parce que vous êtes tous débiles, vous êtes même pas dangereux, vous êtes juste cons. Oui, mais c'est un peu le principe du film, c'est un peu tous débiles. Voilà. C'est que c'est une espèce de monde un peu totalement con. Il y a aussi en plus une critique sur le capitalisme. Ouais, mais bon, bizarre, c'est bien, enfin, c'est une posture, ça aussi, c'est cool, c'est bien, c'est mieux. Voilà. Oui, non, d'accord. Tu vois, je suis d'accord, mais à un moment donné, c'est c'est bon le cochon, merde. Voilà, c'est peut-être quand je vois la pub Netflix où tu vois la nana qui veut plus acheter du jambon parce qu'elle a vu Okja, faut pas déconner non plus. Ça
Ah bon Donc à un moment donné, faut pas non plus déconner. C'est bon le cochon. Voilà. D'accord. Et après, on arrive C'est une émission carnivore, on n'est pas vegan. on arrive vers la fin aussi un petit peu à un moment donné. Okja, elle perd sa fonction de créature unique. Ouais, mais c'était intéressant ce truc-là, hein, parce que il y avait ce côté, bon, il y a une partie un peu, on spoil un peu, mais il y a une partie un peu camp de concentration, clairement. C'est assez radical, et il y a un truc un peu, puis il y a même un moment, enfin, elle se fait quasiment violer, hein, Okja. Ah oui. Et en fait, il y a quelque chose de presque, comment dire, un peu... Enfin, c'est marrant, parce que le film commence comme un film disneyen miyazakien, mais termine comme du Terry Gilliam, un peu bizarre, quoi. Ouais, bien sûr. Avec une espèce de métaphore des camps de concentration. Et c'est étrange, mais le film m'a assez marqué. C'est-à-dire que, voilà, ça m'a pas... J'ai quand même hâte, tu vois. j'ai quand même hâte qu'ils reviennent en Corée, mais faire juste des films coréens en Corée sans acteurs occidentaux, parce que il y a Mais je suis d'accord qu'il y a un problème avec les Guinéens et tout. il y a un truc qui va pas. Donc c'est un peu dommage, parce qu'on s'y attache à la gamine, à son cochon, mais il y a un truc qui fonctionne plus dans la deuxième heure, je trouve. Terminé après les cochons, on va terminer sur les singes. Tout à fait. On avait fait un podcast sur la planète des singes, la saga d'origine, qui a très bien marché d'ailleurs pour une fois, et qui du coup on remercie les gens qui l'ont regardé. Les gens avaient l'air assez curieux de cette saga. On en a dit beaucoup de bien, et on a plus ou moins suggéré qu'on aimait bien les films d'après. Et là c'est la fin de la trilogie du reboot, comme d'habitude, hein, et avec réalisé par Matt Reeves. Donc War of the Planet of the Apes, et c'est pareil, il y a eu un buzz assez fort sur le film, hein. Très grosse très gros carton critique. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'avoue, je l'attendais moi aussi avec beaucoup d'impatience, et j'ai beaucoup aimé le film. D'accord. Je pense que j'ai pas encore assez de recul, je vais aller le revoir. Je pense que le deuxième reste peut-être mon préféré du reboot, peut-être. Encore une fois, il faut que le temps passe. J'étais très surpris par le fait que le film ne soit pas un film d'action, mais un vrai film d'enjeu dramatique fort sur les personnages. C'est vraiment de l'intime, en fait, quoi. Quand on dit la guerre, finalement, la guerre qu'il y a dans le titre américain, il n'y a pas une guerre. C'est pas de la guerre, mais c'est de la guerre psychologique, en fait. C'est de la guerre de l'ordre de l'intime. Quelle philosophie va gagner, en fait. Non, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, c'est juste ahurissant, quoi. Enfin, je veux dire, on ne voit quasiment plus la limite entre dans la motion capture. Je veux dire, c'est tellement à un niveau de perfection maintenant que par moment, il y a encore 2-3 plans où tu sens mais globalement, l'immersion du singe dans la mise en scène est juste ahurissant. On commence vraiment, là, pour le coup, à connecter les caractéristiques de la planète des singes dans ce film-là avec le film original, je ne dis pas trop. Il y a des petites liaisons, quoi. Voilà, il y a peut-être encore une ou deux facilités scénaristiques où tu sens que par moment, il y a un truc qui fait que le récit se débloque. C'est pas comme Star Wars, quoi. On décide de faire un truc qui n'a rien à voir avec la saga d'origine. C'est-à-dire qu'on part dans un truc de film de guerre commando. Après, on part sur un film un peu biblique. Et c'est clairement la référence. Hein. C'est Moïse, c'est les 10 commandements, c'est Ben-Hur, des trucs comme ça, quoi. Oui, après il y a un côté la grande évasion, The Great Ape Invasion. Ape Invasion. Ça change de genre assez régulièrement. Voilà, hein. c'est ça. Et du coup, on est assez marqué. Et surtout, en plus, c'est assez costaud. Enfin, je veux dire, le personnage perd des personnages. Il y a des gens proches, etc. Il y a une vraie violence quand même dans le film. Il y a une vraie violence, mais encore une fois, pour adultes, quoi. Il y a rien pour. Il manque un tout petit truc, c'est qu'on voit toujours César comme un libérateur, mais on ne le voit jamais comme ce qui doit être à un moment donné, comme un chef de guerre. Et il reste toujours dans cette perspective de libérateur, de faut faire fuir le singe, que bon, maintenant les humains, vous nous faites chier, on va vous déchirer la gueule, on va vous dégommer. Et ce côté-là. Il revient un peu là. Revient, mais ça s'est limité par le fait que le film, comme le premier du reboot, redevient à un moment donné un film de tôle. Et à un moment donné, je me suis dit,
on perd. Il y a un syndrome un peu Dark Knight, un petit peu Dark Knight Rises, où finalement on revient à des idées du premier film. Ce qui est bien pour boucler la boucle, mais là je me suis dit, il va y avoir toute cette partie camp de concentration, / prison, / holocauste en puissance, où je me suis dit, c'est bien, à un moment donné, il faut montrer que les singes vont devenir impitoyables à un moment donné. Et là, on les présente encore comme les êtres persécutés. C'est même ça qui est assez marrant, mais en même temps, ça correspond un peu à la trilogie de base, en fait. Enfin, pas la trilogie, à la saga de base, c'est-à-dire que c'est pas les singes qui tuent l'homme, c'est l'humain qui s'entretue lui-même, c'est ce que dit le chef des singes dans le premier film, le tout premier, Charlton Heston. C'est pas eux, c'est les humains entre eux. Et là, c'est ce qu'on voit, parce qu'en fait, la guerre, elle est entre les humains. T'as César, il dit faut qu'on dégage, qu'ils vont s'entretuer, et on n'a pas que ça à foutre. Il y a des factions d'humains qui se détruisent entre eux. Et c'est là où le film c'est là qui est intéressant. A une espèce de twist intéressant. Tu te dis, mais attends, normalement on devrait être organisé en bloc contre les singes. En fait, tu dis, c'est un gros bordel. Non, parce que les humains se rendent compte qu'ils sont en train de mourir, quoi. Oui, c'est ça. Alors, par contre, je me suis dit, pour spoiler un peu, parce qu'effectivement, donc, du coup, on se rend compte que le virus. Donc, James Franco, dans le premier film, qui était donc littéralement idiot, hein, il a essayé de créer un vaccin contre Alzheimer. Et au final, il a rendu les singes intelligents, tué la moitié de la population, et maintenant, il rend les humains bêtes. Il faut régresser au stade animal, en fait. Donc il s'est vraiment planté, quoi. Il a vraiment fait le pire vaccin du monde. C'est vraiment... On avait des doutes quand on le voyait, on disait il est pas un peu trop beau gosse, trop jeune pour faire un vaccin pour Alzheimer. Bah en fait oui. Fait qu'apparemment il a fait n'importe quoi. Vraiment. Oui, c'est vraiment planté. Quand j'y repense maintenant, je me dis c'est vraiment un gros ratage ce vaccin. Hein. Voilà. Ça c'était un petit peu bizarre. Je me suis dit la progression du truc est assez étrange. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des échanges en gros plan, champ contre champ de personnages. Finalement, tu vois, on resserre tout sur les échanges. Il y a la première rencontre entre Maurice, le orang-outan et la petite fille, qui est un échange sans dialogue. Il y a l'échange aussi entre César et Winter, qui est un singe blanc qui a trahi en fait la cause. Et on voit à un moment donné, quand le Winter réalise l'erreur qu'il a faite, on voit son visage se décomposer. C'est un truc de guerre super. Oui, c'est très dur. C'est marrant parce que comme tout est vu du point de vue du CGI et du point de vue du singe, etc., ils se permettent des choses qu'on fait plus avec les humains dans les blockbusters, en fait. C'est-à-dire, là, vous allez avoir une scène où tout l'enjeu de la scène, c'est savoir est-ce qu'il va tuer le mec qui a tué, qui va faire sa vengeance ou pas. Et tout ça va passer par des gros plans sur ses yeux. Parce que l'attraction du film reste encore les CGI. Et donc, du coup, on a des super scènes de personnages, quoi. Et plus des scènes impressionnantes. Franchement, les scènes impressionnantes de fin, tu peux les virer, quoi, du film. Moi, elles me fascinent pas plus que ça. Non, c'est pour finir sur une note, on va dire, spectaculaire, entre guillemets. Ouais, mais au final, franchement, le fait que les mecs ils arrivent et qu'ils se fassent la guerre entre eux, j'en avais rien à foutre. Voilà, disons que ça n'a pas l'intensité des enjeux philosophiques et on va dire humanistes qu'on pourrait voir dans le film. C'est vrai qu'il y a des échanges. Là où le film peut un peu se casser la gueule par moment, c'est quand t'as Woody Harrelson qui explique des choses. Ouais, il a un boulevard. Voilà. À un moment donné, il y a une grosse scène d'expo où il dit le virus, mon fils et tout machin. Et tu fais bon, là c'est la scène d'expo un peu. Disons que le film est tellement bien que les rares moments où les défauts ressortent, tu dis mince, là c'est dommage. Ce qui montre que il y avait une constance dans le bien qui fait que quand le truc décroche par moment, tu fais tu dis c'est dommage, c'est. Et voilà, le choix de faire un truc. Et on revient, j'ai un petit défaut aussi, c'est que c'est la même structure que le deuxième, c'est-à-dire on commence par une scène d'action dans la forêt, puis ensuite les singes interviennent, puis les singes rentrent chez eux, puis ensuite il y a un truc qui relance la problématique de l'affrontement, et puis ça finit vers un affrontement général. Mais, sauf que là, on est vraiment plus du point de vue des humains, quoi. S'il avait pu enlever les humains du récit, il aurait pu le faire. Ça, Matt Reeves, avant Cloverfield, il bossait aussi avec James Gray, c'est un de ses meilleurs potes. Il avait coécrit The Yard, je crois. Il avait coécrit et produit The Yard. C'est pas un tâchement, le mec. Ah ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est. Et avec James Gray, c'était des grands potes. Hein, toujours. Donc il a une connaissance du cinéma noir et du polar par rapport à The Yard, aux films de mafieux, aux films de ville, qu'on n'a peut-être pas encore vu dans ces films qu'il a réalisés. Non, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a amené finalement l'esprit de tragédie qu'il a développé avec James Gray sur ce genre de film-là, tu vois.
Oui, il y a toujours l'histoire entre les deux frères. Tu vois, un peu ce qu'il y a avec The Yard. C'est intéressant. Je veux pas comparer non plus The Lost City of Z avec la Plaine des Singes, mais il y a un truc dans le côté, prenons le temps de poser des ambiances, des atmosphères, de la tragédie, des enjeux et des conversations intéressantes entre les personnages aussi, tu vois. It took tens of thousands of years for civilization as we know it to reach the modern era. And it took 30 years for Harry Wascella to find the right girl. 12:15. Alors justement, quand on parle de temps, il va bientôt s'écourter. On va juste terminer sur des coups de cœur que tu as eu cet été, des choses qu'il faut peut-être faire en plus que de voir ces films-là. Alors évidemment, dans le milieu du cinéma, on ne te demande pas quel est le meilleur pastis à prendre cet été, mais même si sauf si t'en as un et que tu veux en parler, mais sinon. Donc quel est le enfin, voilà, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Un coup de cœur. Un coup de cœur, on va dire que bon là le film est bientôt plus à l'affiche, mais il y a une ressortie cet été. Ils avaient ressorti le film donc Miracle Mile de Steve de Jarnatt, qui était un film de la fin des années 80, qui était une espèce de petit bijou 80s sur une pré-apocalypse, sur un personnage donc, qui était joué par Anthony Edwards, donc, qui joue le docteur dans Urgence. Dr. Green. Dr. Green. Donc, c'est un film de 89 donc, dans lequel Anthony Edwards joue un jeune mec qui tombe amoureux d'une nana à Los Angeles, et ils doivent se retrouver la nuit pour leur premier date. Sauf que lui, il loupe le rendez-vous à cause d'une panne de réveil, un problème de réveil. Et il se rend au diner où bosse la nana. Et là, il reçoit un coup de fil téléphonique d'une cabine où on lui annonce l'apocalypse. Et il doit se lancer doit partir à la recherche de la nana dans Los Angeles, tout en tentant de convaincre les gens que l'apocalypse va vraiment arriver, que la guerre nucléaire est aux portes des États-Unis. C'est une espèce d'after hours pré-apocalyptique. Et c'est un film que moi j'avais vu au début des années 2000 sur la chaîne Action, dans une espèce de format pan and scan un peu pourri. Et là, le film est ressorti grâce à Splendor Film, dans une très très belle copie. Très numérique, restauré, tout ça. Et du coup, il y a un phénomène, il y a un effet boule de neige, qui fait que le film est ressorti un peu partout là en Blu-ray. Ça va sortir en Allemagne, en Angleterre et tout ça. Ça va sortir en Blu-ray chez nous. Et ouais, c'est encore à l'affiche, c'est ça? C'est encore dans quelques salles, mais c'était. Moi j'étais très content. Mais ça va ressortir en Blu-ray. Oui, ça sort en Blu-ray dans quelques mois. Et du coup, j'étais content que ce film ressorte et que les gens le redécouvrent, parce que moi, c'était un film que j'avais vu à l'époque, mais je me disais, je sais pas si les gens connaissent. Du coup, maintenant, il y a un vrai revival autour de ce film-là, avec un petit bijou qu'on a redécouvert. Ça serait peut-être après de redécouvrir Street of Fire, par exemple, de Walter Hill, pour essayer de remettre au goût du jour les années 80. Ah, moi, s'il faut ressortir Street of Fire, moi je suis pour. Moi je le sors. Moi j'adore ce film. Moi, ce film, je le kiffe. Donc... Ah oui, mais c'est intéressant. S'ils veulent chaque année sortir moi je veux. 80, bon, c'est sorti en Blu-ray Street of Fire, mais s'ils veulent ressortir en salle, pas de problème. Moi je dis oui, banco, pas de problème. Oui, c'est vrai. Très bien. Voilà. Et merci d'être venu. Toi, tu n'as pas de non, j'ai pas de coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est de pouvoir faire une émission. Très bien. Je ne sais pas. Non, j'ai pas de coup de cœur. Si, il y a le Shin Godzilla, parce que moi, on n'a pas parlé, mais j'ai pu voir, il n'est pas encore sorti en France, j'espère qu'il sortira un jour, le Godzilla Resurgence, donc, qui est le dernier film Godzilla sorti au Japon. Alors évidemment, tu en as parlé dans Tokuscope et tout. Et j'adore encore plus ce film maintenant. Je corrobore ce que tu dis. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs films que j'ai vu récemment. Clairement un des meilleurs films de science-fiction, sûrement le meilleur Godzilla depuis longtemps. Oh oui, depuis et il y a un choix, une radicalité dans le propos et dans l'idée de faire une sorte de film politique avec Godzilla qui est assez fascinant. C'est-à-dire vraiment, c'est un choix de développer comment pour de vrai, comment des gens géraient. Il y a un monstre qui arrive, comment tu gères politiquement. Moi, c'est vrai que ce film-là, c'est étonnant. Il monte dans mon classement perso. Ça commence, tu te dis, ok, ouais, mais et puis ça t'enthousiasme parce que tu te dis, putain, les mecs, ils vont loin, quoi. Ils font un truc vraiment étonnant. Et voilà, je sais qu'il est sorti aux États-Unis récemment. Il est sorti aux États-Unis l'année dernière. C'est à Londres qui est sorti, en Angleterre qui est sorti très récemment. Il est sorti aux États-Unis en Blu-ray il y a quelques semaines. Ah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a une grosse actu sur la sortie. Il est sorti un peu partout en Europe, sauf en France.
C'est dommage parce que même en France, je pense qu'il aurait, il aurait une bonne presse parce qu'il a vraiment un choix radical. En plus, les Français ont un bon rôle pour une fois. Politiquement parlant, on a limite. Ah oui, c'est nous qui sauvons le monde. On sauve le monde, hein, quasiment. Presque, Donc c'est quasiment. Il y a une petite fierté, quoi. Je suis d'accord parce que voilà. Il n'y a pas Jean Reno. Non, il n'y a pas ce genre-là. Ça, c'est dommage. Ça aurait été génial que l'ambassadeur français, quand ils vont voir les Français, ça aurait été Jean Reno. Là, ils auraient bouclé la boucle, t'aurais fait parfait. Non, mais. C'est quand à un moment ils évoquent, parce que c'est toute une histoire d'affaires d'État, l'ONU et tout, ils disent faut qu'on convainque un pays de l'ONU qui est au conseil de l'ONU de nous aider. Et les mecs disent on peut faire qui? Moi je dis je suis sûr que c'est la France. Et que la France pour changer d'avis comme ça. Et oui c'est la France. Je fais ouais. Oui à fond. Je dis c'est une puissance nucléaire, ils vont dire oui tout de suite. Et oui effectivement. Non c'est un film qui est donc c'est assez réaliste, qui est assez pertinent. C'est des petits défauts aussi, mais qui est assez pertinent dans la radicalité de la mise en scène, dans le concept quoi. Ouais. Puis on ne sait pas si c'est ironique ou pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il se moque un peu de ce qu'est l'administration japonaise qui doit passer par 5 réunions pour une décision qui ne va pas marcher. Non, littéralement on a ça à un moment donné. Mais en même temps, il y a une sorte d'hommage à tous ces petits gens qui bossent en même temps pour cette administration et qui essayent au final de sauver des gens, quoi. Donc vers la fin, t'es un peu entre les deux. Tu dis, en même temps, il leur rend hommage, quoi. Et en même temps, il se moque et il critique le bordel que c'est et qui, en gros, peut mener à des catastrophes. Vous avez une très bonne review du film par le ciné-club de Monsieur Bobine, où justement il analyse toute la technique du film et les messages, les différentes couches, les différentes strates qu'on peut voir dans le film. Ouais, non, mais c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Fascinant. Voilà. Fascinant. Bon, merci beaucoup d'être venu. Et puis, voilà. Et puis, nous, on se dit rendez-vous bientôt pour des nouvelles émissions. On essaye de trouver des nouvelles angles d'attaque. De nouveaux concepts. Dites-nous un petit peu ce que vous avez envie de voir. Parce qu'on va essayer de changer un peu. C'est l'année 2017, c'est l'année des changements. De la fête. Et des bouclettes. Et donc, nous, bonnes vacances. Et puis, on va essayer d'en faire un deuxième avec Philippe, qui donnera un peu son avis aussi. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé aussi de ces films. Et on se dit rendez-vous très bientôt. On vous le promet. Ciao. Salut. Ça mérite un Oscar, cette connerie.